Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en compagnie de Samy, kinésithérapeute et ostéopathe, et notre ami Pierre, spécialiste en nutrition sportive. Voilà, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de tout ce qui est récupération, aussi bien récupération musculaire, la récupération mentale, la récupération au niveau physique. Et voilà, donc je vous laisse un petit peu la parole. Samy, bonjour à tous. D'abord, Samy, on te laisse la parole. Bonjour à tous. Voilà, en fait, on va parler de la récupération et donc on va remettre les bases avec ce qu'on appelle la pyramide de la récupération. Donc, à la base de la pyramide, on a le sommeil et les temps, on va dire, on appelle ça des downtime. C'est les temps un peu où on se met en récupération, principalement avant le sommeil. Ensuite, on va voir la nutrition, qui sera un peu plus dans ton domaine et dans celui de François. Ensuite, on va avoir tout ce qui est immersion, bain froid, bain chaud, bain contrasté entre les deux. Ensuite, on va avoir tout ce qui est stretching, récupération active, donc les footings, et pressothérapie, donc la compression pour le drainage. Et ensuite, on va avoir massage et tout le reste qu'on voit aujourd'hui sur le marché, donc les pistolets de massage, tout ce qui est nouveau, un peu marketing. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que la récupération, elle se fait dans cet ordre-là. Donc, il y a le sommeil qui est en bas et qui est à l'heure actuelle beaucoup négligé chez les sportifs. Et c'est ce que je rencontre moi beaucoup au cabinet. Il faut rappeler un point important, c'est qu'elle est centrale. Déjà, le fait d'avoir une mauvaise hygiène de vie va déjà perturber beaucoup la récupération. En fait, je pense qu'aujourd'hui, les sportifs ont inversé un peu. Je ne parle pas des sportifs professionnels dans lesquels c'est leur job, parce qu'eux, ils ont tout un protocole mis en place par des équipes ou par des staffs qui font qu'ils sont dans le bon. Mais je parle des sportifs un peu plus, on va dire, deuxième degré, qui eux, ils ont inversé cette pyramide. Ils pensent qu'un mauvais sommeil, une mauvaise nutrition peut être compensé par toutes les techniques de récupération qu'on voit aujourd'hui dans le marketing. Mais si les bases ne sont pas bonnes, voilà, ça ne fonctionne pas très bien. Donc voilà. Pierre, je ne sais pas si tu veux. Non, moi c'est ce que j'explique. Moi je m'occupe souvent de boxeurs, bien souvent boxeurs pro amateurs, et je leur explique bien qu'il y a bien un protocole à suivre, que l'alimentation, le sommeil, la récupération fait partie intégrante de l'entraînement. Parce que j'ai beaucoup de boxeurs qui viennent avec des volumes d'entraînement vraiment, c'est énorme. Et ce que je fais, c'est que je restructure à chaque fois. Tu vois, donc je planifie un peu avec des jours de repos. Bien souvent, je leur mets 2 jours de repos. Quand je vois que ça commence à partir en cacahuète, c'est 2 jours de repos, c'est un jour en milieu de semaine, un jour en fin de semaine. Donc bien souvent le dimanche. Et au début, ils chicanent un peu, et ils se rendent compte que par la suite, ça leur fait un bien fou et qu'ils sont beaucoup plus productifs et beaucoup plus réceptifs à l'évolution. Donc la fatigue commence à... Surtout, je joue sur l'alimentation pour préparer un sommeil adéquat, parce que sans le sommeil, comme tu l'as dit, pour moi, la première base aussi, c'est le sommeil. Tu dors mal, tu récupères pas. Si tu manges mal, tu dors mal, tu récupères pas. C'est un cercle vicieux. Et, on peut dire que la supplémentation va aider. C'est pas la base. D'abord, comme tu dis, c'est le sommeil, l'alimentation et la récupération. Ça, c'est primordial. Maintenant, je ne sais pas comment tu travaillerais, toi. On va parler peut-être d'un bodybuilder par la suite, mais avec un boxeur, qu'est-ce que tu préconises comme récupération dans ton domaine à toi, justement? Tu vois, suite à des gros volumes d'entraînement. En fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est une charge d'entraînement qui est trop élevée par rapport à la récup derrière. Donc comme je t'expliquais et que j'expliquais à François, il y a un graphique avec une courbe, donc des capacités musculaires, tendineuses du boxeur, du sportif, et derrière tu as une courbe des contraintes que tu donnes. Si je peux me permettre, je t'interromps. On va un peu assimiler ça peut-être à une poutre qui soutient un bâtiment. Voilà, c'est ça. Si la contrainte n'est pas équilibrée. Ou par exemple, on va parler encore plus vulgairement, si maintenant sur la table ici, la capacité de portage de la table, elle est de 200 kg et que tu lui mets 300, qu'est-ce qu'elle va faire la table? Elle va casser. Tu comprends? Et donc, c'est ça que j'essaie de travailler moi avec les sportifs, c'est de leur faire d'abord prendre conscience, parce qu'un sportif, il faut toujours aller à 200%. C'est très difficile. J'essaye de leur faire prendre conscience que si tu veux performer sans te blesser, c'est possible. Hein. Mais si tu veux le faire, il va falloir mettre tout un protocole, des stratégies en place pour que tu ne te blesses pas. Mais il va falloir, dans un premier temps, que tu prennes conscience que des fois, l'exercice de trop, c'est lui qui va te faire passer de l'autre côté de la limite. Et donc, des fois, il faut savoir dire non, c'est bon aujourd'hui, même si tu n'as pas l'impression, parce que
Il y a aussi l'impression des fois dans l'entraînement d'avoir fait peut-être pas assez, alors que ton corps il a bossé. Tu vois ce que je veux dire? Tu as travaillé au niveau du système nerveux, tu as travaillé tes muscles, tu as travaillé tes tendons. Et donc, des fois, il faut savoir s'arrêter pour pas passer dans le surentraînement, surtout si tu prépares des compétitions qui vont te demander 3-4 mois de comme c'est la plupart du temps le cas chez les boxeurs. Ouais, 3 mois, 4 mois de prépa. Donc il ne faut pas uniquement voir au jour le jour. C'est un long terme. Exactement. Tout le Si temps. tu surcharges sur une semaine, la deuxième semaine, tu vas déjà être moins performant. Ouais. Si derrière, tu n'as pas un bon sommeil, une bonne nutrition et tout ça, ça va encore poser problème. Donc moi, c'est comme ça que je travaille. J'essaye vraiment d'abord de faire prendre conscience aux sportifs qu'il y aura un truc à faire, mais il va falloir écouter, il va falloir vraiment se laisser guider par des gens qui forcément qui ont étudié et qui connaissent ça mieux, mieux que le sportif, parce que des fois le sportif il a l'impression qu'il connaît tout, et souvent même, et ça c'est un problème dans les prises en charge. Après, bon, quand on a des sportifs qui sont très disciplinés, forcément les résultats on les voit tout de suite. Alors tu peux juste me répondre un peu. En fait, moi quand j'ai des sportifs comme ça, je les envoie souvent chez leur kiné, ou assez souvent, pour dire de faire des mises en place, que ce soit kiné ou ostéopathe. Est-ce que j'ai raison ou bien? Oui, parce que pour moi ça fait partie intégrante. Parce qu'ils travaillent, ils mettent une charge de travail sur l'ossature, la musculature, et je pense qu'ils ont besoin souvent d'avoir des remises en place. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est une très bonne chose, parce qu'en fait, mis à part la récup dans sommeil, nutrition, tout ça, tu as aussi derrière les éléments physiques du sportif. Donc ça veut dire la mobilité, la souplesse de ses muscles. Et donc ça, on peut travailler au cabinet sur la mobilité, sur le stretching, sur tout ça. Parce que toi, tu fais comme quand tu vois des sportifs, voilà, tu manques de mobilité, tu manques de souplesse, il y a des choses à mettre en place. Est-ce que tu leur donnes des programmes à suivre? Bien sûr, oui. Et directement, je leur montre des exercices au cabinet. Et puis, ils mettent ça en place dans leur routine quotidienne. Bon, j'essaye toujours la plupart des sportifs, généralement, et vous avez été sportif aussi, et vous l'êtes encore, on n'a pas été éduqué dans le sport à travailler la mobilité, tout ça, les étirements. On a souvent été éduqué à faire à fond, la séance à fond. Et toutes les bases qu'il y a derrière, donc la mobilité de la hanche, par exemple, du genou et de la colonne et tout ça, on n'a pas travaillé ça. Ou rarement. C'est seulement maintenant qu'on commence à s'ouvrir sur ça. Je vais être franc, moi j'ai 53 ans, je me suis jamais focalisé sur la mobilité, je suis toujours rentré dedans. Alors que pour performer, selon moi, surtout dans les sports comme boxe, tout ça, parce qu'il y a des échanges entre le bas du corps et le haut du corps. On a besoin vraiment de mobilité. Tu as besoin d'une mobilité au niveau thoracique, au niveau lombaire, au niveau des hanches, qui est telle que si par exemple ta rotation interne de hanche, elle est catastrophique, quand tu vas faire des rotations pour boxer, tu vas tenir combien de temps comme ça? Et moi, j'aime voir avec les boxeurs, je leur donne des petits protocoles de mobilité. Ils font ça quelques semaines parce que tu as des résultats quand même assez rapides si tu es assidu. Oui, comme dans tout. Directement, ils voient une grosse différence dans leur rotation de hanche, dans leur manière de frapper, dans leur force aussi. Parce que la puissance chez un boxeur, elle vient d'en bas. Tu vois, et donc, ils voient beaucoup de progrès, mais encore une fois, il faut être assidu. Il faut être discipliné dans le sport. Après, c'est pour ça que moi, dans les protocoles que je leur demande généralement de faire au début 5 minutes. C'est suffisant. Parce que quelqu'un qui a fait 15 ans d'entraînement avec zéro mobilité, tu lui dis fais 1 heure de mobilité, et ben, il va te dire oui, mais il ne va pas le faire. Mais quand tu dis 5 minutes, c'est 5 minutes par jour, après chaque entraînement? Par jour, généralement. Ouais. Parce que ça ne te demande pas d'effort physique de faire de la mobilité. C'est plus une surcharge nerveuse parce que tu vas aller travailler des degrés d'amplitude que tu n'as pas. Mais c'est pas physique. Et ça, tu fais ça avant, au niveau échauffement. Souvent à l'échauffement parce que ça te permet même dans ta séance qui suit d'être beaucoup mieux et plus à l'aise au niveau articulaire. C'est vrai que moi, par rapport au sport, au body, quand on est plus jeune, finalement, on ne s'échauffe pas trop. Que maintenant, on prend plus le temps de s'échauffer. Ayant eu des problèmes d'épaule, on commence à échauffer aussi les coiffes, les coiffes rotateurs, les rotations externes, tu vois. Et donc du coup, c'est devenu un peu une routine aussi pour pouvoir commencer à s'entraîner correctement. Commencer avec des séries, les premières séries plutôt légères, on a bien prendre le mouvement et après seulement on commence à compter les séries une fois qu'on commence à charger. Tu te rends compte en faisant ça que déjà ton cerveau a déjà réalisé le mouvement à vide. Donc après quand tu charges, on va dire ton subconscient, il sait déjà un peu le mouvement qu'il va faire, tu rajoutes juste un peu de charge, tu vois. La progressivité, mais je pense que, et tu me confirmes si je me trompe, c'est par rapport au fait qu'on avait l'impression de perdre du temps dans la séance si on s'échauffait. Oui, et puis un peu quand on est plus jeune, on est beaucoup plus fougueux, on rentre directement.
Combien de Moins à la fois, récup. combien de fois on n'en voit pas dans les basiques qui arrivent, ils cherchent le bench à une Direct. barre à 80, 100 Direct. kilos peut-être, et barre direct, mais c'est... Mais le lendemain, il dit ah, je me suis blessé, Ouais. j'ai mal. Ça marche peut-être bien quelques mois, mais après, il y a un moment donné, la blessure, elle va arriver. Et aussi par rapport aux personnes qui font du bodybuilding, Mhm. j'ai remarqué aussi souvent, c'est que les gens, par exemple, ils passent de, allez, je vais dire, je vais prendre un chiffre comme ça, ils passent de 70 kg à 80 kg, donc 10 kg de muscle Ouais. ou de gras et muscle en plus sur la balance, et ils pensent que Les tendons, tout ça. sa mobilité, elle est la même à 70 kg qu'à 80 Ah kg. non, d'office. Alors que forcément, tu prends un peu de poids, donc forcément tes amplitudes articulaires, elles diminuent. Et donc si tu ne travailles pas derrière cette mobilité, Tu handicapes. bah, tu vas te blesser. Quand tu parles de mobilité, tu assimiles ça à du stretching ou alors tu sépares les deux? Alors dis-moi un peu, explique-moi la différence. La mobilité, c'est la capacité d'une articulation d'aller dans une certaine amplitude. Mhm. Ok. Comment je travaille ça? Je travaille ça des fois même avec du lourd, hein. Ah ouais. Mais en allant dans des amplitudes, par exemple pour Que tu les vas hanches, Que tu me tu fais des squats avec un, bon, pas, tu ne charges pas 100 kg, hein, mais tu charges par exemple 20-20 Ouais, et tu descends en squat, mais dans l'amplitude max. max. Ok. C'est pas forcément l'amplitude dans laquelle tu vas travailler tout le temps, hein, mais c'est l'amplitude dans laquelle ton cerveau il a besoin de savoir que tu es capable d'aller. Tu peux aller. En fait, Quand tu vas devoir aller, au moins, ton cerveau il connaît déjà. Alors que s'il ne connaît pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te protéger, il va bloquer. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Et donc c'est différent par rapport à la souplesse. Mais les deux vont ensemble. Ouais. Donc c'est ça que je veux un peu savoir. Comment toi tu dispatches les deux? Comment tu places ta mobilité? Comment tu places les stretching? Pourquoi l'un? Pourquoi l'autre? Comme tu l'as expliqué, la mobilité, on l'a super On a bien besoin. comprise. Mais le stretching, comment tu le places? En fait, dans un premier temps, ce que je fais faire aux sportifs, c'est travailler la mobilité à vide. Mhm. Ça veut dire retrouver déjà un certain degré. Ça dépend aussi la base du De la sportif. personne. Voilà. Mais retrouver un certain degré d'amplitude sans charge. Pour voir un peu déjà, si tu n'as déjà pas d'amplitude sans charge, je ne vais pas aller te mettre la charge tout de suite. Et puis je charge tout doucement dans certains degrés d'amplitude. Et après ça, je viens et je demande de travailler le stretching. Alors, encore une fois, le stretching, ça dépend aussi comment l'athlète, s'il a déjà une chaîne souple, par exemple chaîne postérieure qui est souvent celle qui pose problème chez tout le monde. S'il a déjà une chaîne postérieure qui est souple, il arrive à toucher le sol avec ses mains en étant droit au niveau des genoux, je ne vais pas trop l'embêter sur ça. Mais si maintenant il est raide et que il n'arrive même pas au genou en se penchant, Ouais. je sais que ça va créer des problèmes au niveau du dos, ça va créer des problèmes au niveau des ischios, si c'est un footeux par exemple. Mhm. Et donc je vais travailler sa chaîne poste et je vais lui faire travailler aussi sa chaîne poste chez lui. Absolument. Absolument. Oui, ça, il n'y a pas d'avance par rapport à ça. Elles sont liées. Stretching et mobilité, c'est lié. De toute façon, dans le sport, je pense que tout est lié. Tu ne peux rien aller sur hasard. Donc on n'est plus dans un stade de motivation, dans un stade de discipline, C'est de la ce discipline. qui est tout à fait différent. C'est de la discipline. Comme j'explique souvent aux boxeurs, une motivation c'est éphémère, une discipline c'est du long terme. Et être discipliné c'est très difficile parce que c'est chaque jour un nouveau effort, même quand on n'en a pas envie. Surtout quand on est sportif professionnel. Et là, je rejoins François par rapport à une chose qu'on disait en aparté, c'est que des fois, tu n'as pas envie, Mhm. mais tu vas le faire quand même parce que tu prépares un objectif qui Ouais, est c'est plus loin. C'est du long terme. Tu vas placer ça sur du long terme, c'est pas du jour au lendemain. Tu as une compète dans 3 mois, par exemple, puisqu'on est dans le cas des boxeurs. Il y a des jours où tu n'auras pas envie, parce que la motivation, elle fluctue, elle descend, elle monte. Tu auras des jours où tu seras super motivé, tu profites, tu fais, mais les jours où tu ne seras pas motivé, tu dois garder en tête ton objectif, Toujours. et donc tu vas quand même faire. Et c'est ça la différence entre un bon sportif et un sportif de haut niveau. C'est que même les jours d'armes, Tu il dois est là. être. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est très important de rester discipliné quand tu fais un sport, et surtout quand tu prépares des compétitions. Tout le temps, ça c'est. Moi j'ai encore quelques petites questions, je vais être un petit peu gaspillé. Ouais, pas de problème. Mais j'aime bien, moi, alors, bain chaud, bain froid, cryo. Parce que moi, je préconise ça aussi, sportifs qui ont eu des entraînements qui sont difficiles. Quand ils rentrent chez eux, bain froid, bain chaud, tu vois, cryo, chez eux, c'est pas possible. Mais chez toi, en général, souvent, ils ont 70% des baignoires. Donc, comment tu préconises, toi, bain chaud, bain froid, dans quel ordre et Ouais, combien de temps? Il y en a de plus en plus qui mettent des bassines dans Dans le jardin avec Ouais, des glaçons. Même dans les salles de boxe, ça devient Ouais, fréquent de c'est mettre bien. des poubelles avec Mais des glaçons. c'est ça, dedans. ouais. À quelle fréquence? Comment? Pourquoi? Parce que c'est très bien de mettre une poubelle avec des glaçons, mais encore, faut savoir, c'est comme les saunas, il faut savoir les utiliser. Là, je vais répondre, pour répondre à ta question, je vais rentrer dans un truc qui est plus global, c'est-à-dire
on va parler un peu de l'effet placebo. Mhm. Ok. Parce que comme je t'ai décrit, et je vous ai décrit tantôt dans la pyramide, les bains, l'immersion, ça arrive en troisième position après le sommeil et la nutrition. Ouais. Mais ça dépend aussi un peu de la personne. Si toi, par exemple, le froid, tu as horreur de ça, mais que tu sais qu'il y a une preuve, on va dire, il y a une certaine preuve scientifique par rapport à son efficacité, et ça a été prouvé que c'est quand même efficace, tu vois, par rapport à la récup musculaire. Ouais. Par contre, attention, le bain froid, ça peut ralentir la synthèse protéique, tu vois. Donc ça, c'est à voir. Mais si maintenant toi, tu détestes le froid, je ne vais pas te dire d'aller faire un bain froid si tu sais que psychologiquement, ça va pas être bon pour toi, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est, quand je dis l'effet placebo, c'est parce que l'effet placebo dans le sport, on l'utilise beaucoup, Ouais. et c'est un levier énorme. Mais ça, moi, par rapport à mes sportifs que je suis, je prends toujours au cas par cas. Ça veut dire que je vais analyser un peu le sportif et voir un peu qu'est-ce qu'il aime bien lui, dans quoi il est le plus à l'aise, dans quoi il est le plus confortable, parce que la récup, c'est avant tout un confort pour mieux performer. Et donc, et je vais suivre sur ça. Si lui il est à l'aise avec les bains froids, ça ne le dérange pas, et que derrière je sais qu'il y a un intérêt scientifique derrière, je le fais aller dans le bain froid. Si maintenant non, je vais plutôt le faire aller dans le bain chaud, ou des bains contrastés, ou même si je sais que par exemple, ça ne va pas avoir un impact aussi grand que le bain froid, tu vois. Mais par rapport à ça, les protocoles généralement c'est 1 à 2 minutes. Des fois, il y a plusieurs protocoles. Tu as des protocoles, ils vont te mettre 1 à 2 minutes bain froid, 1 à 2 minutes bain chaud, et tu vas faire ça pendant 10-15 minutes. Tu as des protocoles qui vont te dire 10-15 minutes que dans le bain froid. Tous, ils ont montré leurs intérêts scientifiques. Tu vois. Après, comme je t'ai dit, c'est personnel, exactement. C'est au cas par cas par rapport à ça. Donc là, on a fait un peu. Alors, tu avais une question intéressante tantôt par rapport à François pour les bodybuilders. Ouais, voilà, en fait, moi, je voulais savoir un peu par rapport à la récup des bodybuilders. Parce que je sais que les bodybuilders, ce sont des personnes qui s'entraînent à haut volume musculaire et à haute charge musculaire. Donc, je suis très intéressé par la récup que tu peux mettre en place. Il y a plusieurs types de récup. Il y a la récup au niveau nutrition post-entraînement. Après, on revient à ce que tu disais aussi, la récup au niveau du sommeil, au niveau de ce genre bain chaud, bain froid. Je veux dire, tout ce qui est. Quand on parle à un niveau bien supérieur, à un niveau de professionnel, ils travaillent avec tout ce genre de techniques, c'est certain. Hein. Maintenant, à un niveau amateur, mais un amateur quand même relativement assidu, mais il y a quand même une récup au niveau nutrition qui est assez importante. Ouais. Qu'est-ce que tu mets en place par exemple comme récup au niveau nutritionnel, complémentaire et tout ça comme on voit ici? Chez nous, en post-entraînement, en général, le bodybuilder, on va travailler plus avec des sucres très rapides. On va remettre une 50aine de grammes en sucre rapide, avec une protéine d'assimilation très rapide aussi, une isolate ou une hydrolysée. En post-entraînement direct, ça? Tout de suite en post-entraînement. Okay. Et ensuite, on a notre repas classique, c'est-à-dire avec glucides, protéines, légumes verts, tout ça pour les antioxydants, et une petite source de graisse en plus. Genre ça, on va le manger plus ou moins une heure après entraînement. Mais directement après entraînement, sucre rapide, protéines assimilation rapide. Ça c'est tout de suite après. Voilà, ça c'est pour le post-entraînement. Après, au niveau récupération, on a l'alimentation plutôt générale sur toute la journée. Je veux dire, au niveau des compléments, au niveau des vitamines, du collagène, des bonnes graisses, tout ça, ça va jouer aussi un rôle dans la récupération. Et on a la récupération où on met directement l'alimentation tout de suite après entraînement, mais la récupération, elle ne se fait pas que tout de suite après l'entraînement. La récupération, elle se fait par après, elle se fait au niveau du sommeil. Dans la journée, elle se fait au niveau de l'alimentation, au niveau des compléments, de la supplémentation au niveau vitamines, tout ça qu'on peut. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait par rapport à la récup en général, mais avec quelques rajouts par rapport au sport qui est la musculation. Et comme c'est de la musculation, nous on est toujours sur du développement musculaire. Et pour faire du développement musculaire, il faut alimenter la machine. Je veux dire, chaque sport, on va dire, on rejoint un peu tous les sports au niveau de l'alimentation, parce qu'il faut une bonne récupération alimentaire. Mais le bodybuilding, on est vraiment dans la construction musculaire. Et donc du coup, au niveau de l'alimentation, c'est ce qui est vraiment le plus important. C'est-à-dire qu'il faut recharger les batteries et il faut donner à manger au corps. Si on est sous-alimenté, si on descend trop bas au niveau des calories, au niveau de la construction musculaire, je suis convaincu que ça va pas aller. Ça va pas aller. Okay,
ou du moins on ne progressera pas aussi vite. Donc du coup, tu préconises vraiment les systèmes de récup habituels, mais en plus de ça, une bonne alimentation, que ce soit post-entraînement, mais aussi en dehors. Toute la journée est une bonne importante. alimentation. Je dis, pour moi, les 2 repas les plus importants, on est sur le pré-entraînement. Donc 1h30, 2 heures avant entraînement, ben là il faut un très très bon repas. On a ce qu'on va prendre pendant l'entraînement. On peut travailler avec des BCA, des acides aminés essentiels, à assimilation plutôt rapide. Pourquoi pas avec un peu des carbohydrates d'assimilation rapide, style Vitargo, Carboline. Et ensuite, repas aussi après entraînement qui est très très important. Je veux dire, la fenêtre avant, pendant, après, c'est vraiment la plus importante. Et après, on a pendant la journée où il faut être alimenté. Mais du coup, tu préconises quand même une hygiène de vie, on va dire. Ah, ben ça, c'est pour tous les sportifs. Ouais. En règle générale, un sportif ne boit pas, ne fume pas, va se coucher à une heure plutôt raisonnable pour avoir un bon sommeil. Généralement, voilà, c'est ça. Après, tout dépend des objectifs. Si on le fait plutôt amateur ou si on le fait plutôt avec un objectif un peu plus précis, un peu plus poussé. Je t'ai posé cette question parce qu'on voit souvent des bodybuilders qui, comme ils sont en prise de masse et qui doivent vraiment gonfler, ben, se permettent de manger, on va dire, tout et n'importe quoi. Et donc c'est important que tu insistes sur le fait. Disons que l'alimentation propre, c'est toujours mieux, ça c'est certain. Maintenant, le corps il a besoin, ou même psychologique, d'un petit peu d'écart de temps en temps pour dire de faire, d'avoir un peu plaisir. Après, comme l'alimentation d'un bodybuilder est plutôt très propre tout le temps, le fait juste de rajouter ou d'avoir une viande un petit peu cuite différemment ou quoi, déjà ça va déjà être une partie plaisir. Je veux dire, un bodybuilder, il va se faire un steak haché maigre à moins de 5%, mais avec un burger propre lui-même. C'est pas un écart de fou, mais pour lui, ça va déjà être on va fou. Sortir un peu de voilà. Ou le bodybuilder, il va se faire un très bon plat de pâtes avec une sauce bolo faite maison, mais il va prendre un kiff de fou. Sans pour autant aller chercher des écarts comme des fritures, des pizzas ou des trucs comme ça. Donc tout dépend aussi des objectifs et le train de vie et l'hygiène de vie qu'on se fixe. Maintenant, le fait d'avoir une bonne alimentation régulière quotidienne fait en sorte qu'on a moins d'envie de malbouffe et de nourriture malsaine. Je veux dire, c'est vraiment la discipline. Le sucre va appeler le sucre, les mauvaises graisses va appeler les mauvaises graisses. Mais à partir du moment où on reste sur une alimentation très propre, on peut faire des petits écarts, mais plutôt calculés, où finalement, c'est un petit écart qui n'est pas vraiment mais qui fait déjà plaisir. Le fait de manger un bon plat de pâtes va faire déjà en sorte que la semaine, on tient déjà beaucoup plus facilement. Quoi. C'est la petite décharge qui te permet de... Et après, bon, à l'entraînement, vu les charges et vu qu'on brûle beaucoup de calories, pour moi, c'est pas parce que la personne va manger genre un cookies, ça va détruire sa diète. Non, maintenant, il ne faut pas qu'il mange la boîte complète non plus. Mais tout est dans le calcul. Okay. Après, bon, quand la date elle est plus précise, voilà, les écarts ils sont vraiment diminués, voire très peu calculés. En vue de la compétition. Voilà, c'est ça. Tout dépend de l'objectif qu'on se fixe. Okay. Et à quel moment de la prépa on est finalement aussi. Okay. C'est un peu comme ça que ça marche. Merci. Pierre, tu aurais dit quelque chose? Ben écoute, non, François a à peu près tout dit. La nutrition, ben, c'est un plan long terme. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais placer l'entraînement en ligne de mire. Et je vais établir tout mon plan nutritionnel par rapport à ça. C'est vraiment la base. Et alors je vais préparer, de cette façon je peux même préparer le sommeil. Dire ben voilà, on va manger tel aliment, jusque l'entraînement, le post-entraînement, on prépare le sommeil, comme ça la meilleure récupération se fait. Mais comme on a dit, c'est vraiment une discipline, tu ne peux pas avoir de commencer à exagérer la malbouffe. Moi ce que je fais, c'est qu'en général je préconise, je leur laisse un repas le samedi soir ou le dimanche soir, pour dire de changer un peu les idées, mais ils ne sont pas limités. En fait, ils mangent de tout. Tout est varié, tout est équilibré et ils ne sont pas limités. Quand je dis pas limité, on se comprend, c'est de la bonne nourriture. Tu n'as pas 50 000 aliments, tu sais, tu as de la patate douce, du riz, des pâtes, de la viande blanche, de la viande rouge, du bœuf, des légumes. C'est varié, tu ne manges pas tout le temps des brocolis et du poulet. Donc, tout est varié et tout est placé. Voilà. C'est ce qu'on pense. En fait, on dit le sportif mange brocoli, poulet, légumes verts. Non, tout est varié. On a toutes sortes. Simplement, c'est la quantité, la qualité. Et savoir quand les placer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le sportif est en jour off, je ne parle pas d'un bodybuilder qui a besoin tout le temps de calories s'il est en prise de masse, je parle d'un sportif, d'un boxeur, s'il est en jour off, forcément qu'on ne va pas lui donner une quantité de glucides. S'il est en off, on va les diminuer
ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger les jours d'entraînement. Exemple, s'il a des sparring, s'il a des entraînements beaucoup plus durs, on va les charger en glucides. Les jours beaucoup plus soft, on va les faire plus légers. Et on va travailler comme ça, de cette façon, sur 7 jours. C'est-à-dire que je ne me base pas, si tu veux, sur dire je fais 2000 calories. Je donne un exemple, c'est un chiffre. Je donne 2000 calories par jour. Non, mon planning, il se fait sur une semaine. Donc, c'est-à-dire que si j'ai autant de calories sur une semaine, ce que je vais faire, je vais les dispatcher. Donc, il faut que mon total calorique sur une semaine arrive. Je vais donner un truc tout con, 10 000 calories. Ça veut dire qu'un jour il aura 2000, un jour 1005, mais le lendemain il aura 2005. Et puis, tu vois, c'est un peu un graphique. En fait, voilà, le corps ne s'habitue pas. Le corps est tout le temps, tu sais, il varie. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il va se charger, se décharger, se charger. Et comme ça, il peut brûler du gras, avoir de l'énergie. Et surtout, je ne les bourre pas en glucides. Ça, parce qu'on a besoin de beaucoup de glucides, mais moi, ce que je ne fais pas, c'est les hypercharges en glucides. Pourquoi? Je veux que le corps soit adaptatif. C'est-à-dire qu'il puisse aller se servir de ses gras comme de ses sucres. Surtout en boxe où tu as des boxeurs qui font 10-12 rounds. Et il faut qu'ils puissent switcher, tu vois, ça peut pas, tu ne peux pas être tout le temps sur le même système. Si tu leur donnes des glucides tout le temps, pardon, excusez-moi, le corps est fainéant. Donc on lui donne des glucides, il va servir quoi des glucides? Si on apprend, désolé, vraiment désolé, si on apprend à switcher, il va switcher. Donc là, dans la lipolyse au lieu d'aller. Exactement. Et puis tout le temps donner des glucides, ça va bloquer la lipolyse, donc on peut oublier. Okay. Donc il faut vraiment. Et alors la supplémentation qui est très importante aussi. Pourquoi? Parce que dans l'alimentation, il n'y a pas assez, comme on le dit tout le temps, il n'y a pas assez de bonnes choses, donc il faut absolument supplémenter. Ça c'est d'office. En sachant que, à contrario par rapport à François, toi tu es plutôt dans des préparations où les boxeurs doivent perdre. Bien souvent. François qui lui est dans la ils sont plutôt dans un. C'est tout le temps une perte de poids. Je veux dire, à 95%, c'est très rare où ils viennent pour une prise de masse, les boxeurs. C'est tout le temps une perte de poids. Et tout le temps catastrophe, quoi. Donc, il faut savoir que minimum 5, s'ils n'ont pas beaucoup de poids à perdre, 3 mois de préparation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imposer une diète hyper carrée, hyper basse à un boxeur. Tout se prépare. Chaque mois son importance. Il faut vraiment voir comment, comme toi, peu de choses près, je m'adapte à la personne. Et en plus, je t'avais déjà expliqué, je ne sais pas si tu te souviens, je travaillais avec la typologie, l'électroménager depuis 30 ans. Donc pour moi, c'est une arme qui a quand même assez, qui a du poids. Et je peux me diriger et pouvoir structurer un peu grâce à ça. C'est important. Est-ce que tu préconises, parce qu'on a parlé beaucoup de la nutrition, du sommeil, et par rapport au sommeil justement, est-ce que tu préconises les siestes? Ouais. Si tu as la possibilité de faire une sieste, c'est très très important. Parce que surtout avant l'entraînement. J'ai remarqué que dans les études scientifiques, ils ont beaucoup étudié les siestes et ils disent que en début d'après-midi, vraiment en temps, faire une petite sieste en temps très court, entre 30 minutes et tu peux aller jusqu'à 1h30, donc c'est un cycle sommeil complet, mais tu vas te réveiller un peu plus dans le brouillard. Ça. Que si tu fais 10-20 minutes, tu te réveilles bien, tu as rechargé un petit peu, 30 minutes aussi, mais tu te réveilles des fois un petit peu vaseux. 1h30, tu as fait un cycle complet. Donc voilà, mais ils disent que faire ça en début d'après-midi, c'est l'idéal. Mais si tu veux, 1h30 pour moi c'est trop long. Tu vas avoir un impact négatif sur ton sommeil. Par contre, 20 minutes max, grand maximum une demi-heure, tu vas te lever chargé, correct, le cerveau qui ne sera pas dans les chaussettes et tu n'impactes pas sur ton sommeil. Là, c'est vraiment la base d'une petite sieste maintenant si tu ne sais pas forcément. Et alors, pas trop proche de l'entraînement, tu vois, c'est vraiment. C'est tout un planning. C'est un planning par rapport à tes entraînements. Quand tu es sportif pro en général, mais pas tous en Belgique, c'est quasiment impossible. Oui, mais quand tu es pro et que tu es rémunéré, là, tout peut se mettre dans un planning sans aucun souci. C'est vraiment préconisé ça, tu vois. En fait, quand tu es sportif pro, il faut maximiser la moindre chose. Chaque pourcent a son importance. Chaque pourcent. Pour avoir on va dire une meilleure équipe qui va te permettre une meilleure performance dans tes entraînements et puis ta compétition. Exactement, ils ont besoin d'un kiné-ostéopathe, diététicien, magasin de suppléments, ils ont besoin de tout ça. Ils doivent maximiser, absolument. Tu peux rien laisser au hasard. Quand tu es pro, on va dire que chaque pourcentage compte pour évoluer. C'est 1% peut-être par mois, mais le pourcent par mois va t'amener à 12% au bout de l'année, ce qui est vraiment phénoménal déjà. C'est déjà énorme pour un sportif pro. Bien sûr. Donc, je pense que, je ne sais pas si on a fait le tour, tu as peut-être parlé un peu du tour. Peut-être un peu, dis-moi, tu penses un peu les montres, on avait discuté hors. Je conseille ça souvent aux sportifs qui sont pros,
c'est de traquer un petit peu leur sommeil, leur performance avec des montres, que ce soit Garmin, Apple Watch ou la Whoop qui fonctionne très bien aussi. La Whoop, c'est un bracelet qui permet de traquer un peu en fait son sommeil, sa récupération et sa charge journalière au niveau de. Parce que bon, les professionnels, forcément, c'est leur métier, ils font ça. Donc ça va surtout être la charge d'entraînement. Mais vous avez par exemple au cabinet, moi je reçois aussi des sportifs qui sont amateurs et je leur demande de traquer leur charge parce que des fois on ne se rend pas compte de l'impact qu'une journée de travail elle a sur ta charge musculaire et nerveuse. Et donc en traquant, on va dire, je prends un exemple, quelqu'un qui travaille dans garagiste, automobile, tout ça, bah, forcément c'est un travail physique. Et du coup à la fin de la journée, il va peut-être pas se rendre compte parce que lui il ne le ressent pas, mais sa charge physique elle est déjà à un certain niveau. Et donc aller rajouter un entraînement, on va dire fort derrière ça, ça peut avoir un impact négatif, surtout s'il fait ça tous les jours. Vous avez des sportifs lambda, on discutait en aparté du paddle par exemple, qui est un sport un peu en vogue. Ben, vous avez des gens qui travaillent la journée, le soir ils font des matchs de paddle et ils font ça pendant 7 jours sur 7. Et après ils se blessent, tendinite, épaule, coude, poignet, et ils ne comprennent pas. Et en fait c'est juste parce que par rapport au graphique que j'ai expliqué au début, leur charge d'entraînement elle est trop supérieure par rapport à leur capacité musculaire. Tu vas expliquer avec un peu la surcharge, la table, en fait on revient à ça, donc on vient vraiment à la base. Le paddle c'est un sport qui est en vogue et il y a beaucoup de gens qui sont passés de 0 sport à 7 matchs sur 7 jours au paddle. Donc ça veut dire que la charge d'entraînement est passée de 0 à 100% d'un coup. Le corps il n'a pas eu le temps de s'adapter. Et donc s'il ne s'adapte pas, le corps il s'enflamme. Et donc après, tendinite et tout ce qui va avec. Quoi. Et donc je pense que c'est important des fois de savoir calmer un peu le volume d'entraînement, le volume de match, et de se dire, bon maintenant je vais peut-être un peu traquer mon sommeil, traquer ma charge d'entraînement, traquer un peu ce que je mange, voir si mon corps, est-ce qu'il récupère bien, est-ce qu'il s'entraîne bien, est-ce qu'il se nourrit bien. Je pense que c'est la base. Si tu manges bien, tu dors bien, tu t'entraînes bien, il n'y a pas de raison que tu te blesses. Tout est, comme tu dis, tout est planifié. Et on peut très bien planifier ça pour un sportif lambda. Il ne faut pas être pro et pour savoir planifier un entraînement dans une journée et s'écouter aussi, écouter son corps. Tu as fait une grosse journée de travail, fais peut-être un entraînement un peu plus cool, ou fais peut-être un peu de mobilité ou d'étirement pour préparer ton corps le lendemain à ce qu'il puisse performer. Et je pense que c'est ça. Mais encore une fois, les sportifs, la mentalité est encore, ils sont un peu têtus et c'est tout de suite. Ouais, c'est ça. Le long terme, on ne connaît pas. Non. Dans le sport, il n'y a pas de court terme, c'est du long terme. Sauf chez les pros vraiment assidus. C'est pour ça que tu vois des professionnels comme LeBron James, Ronaldo qui ont des 40 ans passés et qui sont encore là et qui se blessent. Si on prend leur carrière globale, ils se sont blessés sur 30 ans de carrière, ils se sont peut-être blessés 10 fois, même pas. Parce que c'est des gens qui ont été stricts avec leur corps, tu vois leur dynamique, tu vois leur physique. Tu vois leur dynamique, pour eux, ne pas faire de cheat meal, c'est pas grave. Donc je pense que les sportifs lambda devraient plus se baser sur ce que ces gens-là font, mais en prenant en compte leur réalité quotidienne à eux, qu'ils ont un travail, qu'ils ne sont pas sportifs pro, parce que Ronaldo il s'entraîne, quand il rentre chez lui, il va faire sa sieste, il mange bien, il ne fait pas d'écart, il dort la nuit aussi bien, il s'entraîne, on va dire, il fait de la mobilité, des étirements, il fait tout ça, les gens c'est pareil. D'ailleurs, il y avait il y a une grosse équipe derrière aussi pour mettre en place tout ça. Il y a des staffs, ils ont de la récup avec des kinés, avec des ostéos, ils ont tout ça qui sont mis en place pour eux. Après, c'est leur métier. C'est leur métier. Donc, et de toute façon, sportif professionnel, c'est un métier. C'est un métier, c'est ça. C'est un métier difficile. Beaucoup de sacrifices, on ne se rend pas compte parce qu'on voit, nous, on voit que l'argent, le prestige, la notoriété. Mais derrière, il y a beaucoup de sacrifices et tous les sportifs pros, on va dire, qui ont performé, qui sont mondialement reconnus, quand on fait des interviews, on voit que ces gens-là, ils ont fait beaucoup de sacrifices dans leur vie. C'est juste parce que nous, on voit le côté paillettes, comme tu dis. Mais derrière, il y a toute une discipline. On voit le résultat final, on voit le match, on les voit. C'est ça. Et je pense qu'on devrait plus montrer cet aspect un peu caché.
ce qu'ils font en avant, match, pour aller Mais performer grâce sur le terrain. à YouTube, on est en train de voir un peu On plus voit un petit peu. le train de vie des personnes, le quotidien un Voilà, petit c'est peu ça. au niveau de la nourriture, C'est les ça, esprits. c'est ça. Bon, après, ils sont un peu sponsorisés aussi, hein, ils sont sponsorisés Oui, par rapport à ce qu'ils prennent. toujours Mais- une dynamique de. Voilà, mais ça permet quand même de voir un peu le quotidien au niveau des entraînements, au niveau de la quantité de repas qu'ils peuvent manger, tout ça, et ça permet un peu de voir un peu en immersion un peu ce qu'ils font en C'est fait. ça. La qualité aussi de ce qu'ils mangent. Aussi, ouais, bien sûr, Parce que on toujours, voit ouais, c'est vrai. Beaucoup de footeux ou de boxeurs qui font de la malbouffe toute la semaine. Mhm. Et puis ils pensent qu'avec 3 mois de prépa, mais le corps il s'habitue en fait sur le long Bien terme. sûr, C'est-à-dire que bien si tu as fait par exemple 10 ans de malbouffe, et puis tu viens, tu prépares un combat 3 mois, tu repars sur malbouffe, puis tu prépares. Même pour la santé, c'est pas optimal. Tu vois. C'est pas optimal pour ta Comme tu préparation. disais, on aime bien le plaisir, tout le monde aime bien Bien manger sûr. une fois une petite crasse ou un petit truc Ouais. comme ça, mais il faut savoir sur 80% du temps être quand même assez propre dans. Et puis l'écart, le calculer un peu pour pas qu'il soit trop exagéré. C'est ça. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense. François, tu n'as plus de questions? Non, je pense qu'on a été bien. Ouais. Et écoute, merci beaucoup Samy Un grand merci, Samy, ça pour m'a avoir fait plaisir intervenu de... ici au niveau de la récupération et au niveau de beaucoup de choses. J'espère que ça on verra peut-être pour d'autres sujets, Oui, avec plaisir. parce que sincèrement, c'est intéressant. T'es toujours le bienvenu en tout cas. Parler, tranquille, Merci pour l'accueil, posé, en tout cas. c'était vraiment bien. Allez. François, je te remercie de nous avoir reçus dans ton magasin C'est toujours un plaisir. et d'avoir apporté tes connaissances au niveau body. Merci Pierre à toi aussi. Et pour une suite, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Que ce soit François, Samy ou moi, n'hésitez pas. On vous remercie, passez un bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bye bye.